Les percussions du marteau rythment la vie de la famille Dauvet depuis trop longtemps pour qu'on s'en souvienne. Un rythme de métronome qui est né sous la main d'un aïeul à une époque où ils étaient des milliers de batteurs d'or en France. Aujourd'hui installés sur les rives du lac Léman, les Dauvet sont les derniers représentants de cette étrange profession, sous leur marteau de l'or. Les Dauvet batteurs d'or, ça remonte très très loin, ça remonte à bien avant la Révolution. On en trouverait sûrement sous Louis XIV, sous Louis XIII. Peut-être pas forcément patron, peut-être simplement ouvrier, salarié dans des ateliers de battage d'or. Et puis les Dauvet, ma foi, fondent la société actuelle. Je suis le 5e Dauvet dans cette société à diriger cette entreprise. Et puis beaucoup de gens pensent que nous sommes en France les derniers batteurs d'or. Et il n'y a pas de dernier d'abord parce que j'ai mon fils qui reprendra peut-être la succession, j'espère. Parce que c'est un très beau métier, parce que l'or est un métal magique. Le voyage de l'or, c'est une alchimie. La transformation du lingot en feuille, l'objet le plus fin jamais fabriqué de la main de l'homme. Un dixième de micron, les Égyptiens l'appelaient la peau des dieux. Ah, voilà le roi. Vive le roi. Sous la couronne, Roger et Daniel Bailly. À eux deux, 75 années de fidélité à l'atelier des Dauvet pour l'amour de l'or. Ils se sont rencontrés quand ils étaient apprentis. Elle avait 16 ans, lui 14. Depuis, Roger a battu des centaines de kilos d'or que Daniel a découpés en des hectares de feuilles. Encore un petit morceau, genre. Si? C'est une photo de... Quand je me suis mariée. Que c'était beau. On change. Pas tellement. 30 ans cette année. Là, c'est des vieilles cartes postales que, quand l'usine a été fondée. Là, ça, c'est monsieur Georges Dauvet, le grand-père de Bernard Dauvet. La chambre de Louis XIV, la flamme de la Statue de la Liberté, le dôme des Invalides sont aujourd'hui recouverts par le travail d'une dynastie d'ouvriers. Mon oncle, Lolo, Oui. et puis le frère à Roger, frère, Régis. Ah oui, qui est il est ici. là au bout. Voilà. On le reconnaît Voilà. bien. L'or pour nous, ça représente beaucoup de choses, bien sûr. C'est tellement mince, vous voyez, ça, le moindre souffle dessus, ça, votre feuille d'or, elle se décomposerait vite. On la prend dans la main, si on a le malheur de transpirer un peu, on la touche, elle se colle à la main, on frotte une fois dans la main comme ça, et il n'y a plus rien. Roger travaille en bas, à l'étage des hommes, dans le bruit et la chaleur. C'est l'étage où l'or est broyé, fondu, forgé, laminé puis enfin battu. Daniel est en haut avec les femmes, dans le silence et le recueillement. Ici, l'art du métier passe par la précision du doigté et la maîtrise du souffle. C'est l'étage où l'on découpe les quartiers d'or battus en carrés plus petits. Ils seront à nouveau battus jusqu'à frôler l'invisible. Le battage de l'or, c'est un aller-retour, une alliance entre Roger qui frappe et Daniel qui effleure. C'est le mariage du marteau et des pinces, de la force et de la délicatesse. Un jour, un homme trouva une pépite et commença à taper dessus avec une pierre. Le battage de l'or était né.
Roger est aujourd'hui le seul en France à connaître encore les secrets de ce geste ancestral, car le battage s'est mécanisé depuis une vingtaine d'années. 40 000 coups par jour avec un marteau de 5 kilos. Sans aucun instrument de mesure, il discerne au bruit et au rebond du marteau les surépaisseurs et les manques. Un geste primitif qui nécessite de longs mois d'apprentissage. On prenait seulement le marteau au bout de 6 mois, on apprenait déjà tous les détails, à manier l'outil, à savoir comment il fallait le regarder, beaucoup de détails comme ça, vous voyez, parce que c'est quand même délicat. Il faut quand même pas, quand on manie un outil comme ça, il faut éviter que des vents, que les feuilles s'écartent, parce qu'il y a un petit vent qui rentre, un courant d'air, vous voyez, ça fait briser la feuille. Avant d'apprendre à taper avec le marteau, on fait semblant avec le poing. Vous voyez? Pour donner les coups, les emplacements qu'on doit donner après avec le vrai marteau. Vous voyez? On tape comme ça, on fait un coup là, un coup là, un coup là. Alors on tape des deux mains. Alors la main droite, je commence comme ça. Je change de main, je tape plus ici. Après, je reprends la main droite, je reprends cette panse-là, et ainsi de suite. On ne sent pas l'or, mais on imagine le quartier quand même, vous voyez, à l'intérieur. On le sent pousser, vous voyez. Alors, c'est l'instinct, vous voyez, un peu. Hein, c'est difficile à expliquer. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de discuter avec mon père, de savoir quelle phase du métier lui préférait. Et il me disait toujours qu'il préférait la forge. Moi, je trouvais ça idiot parce que le batteur d'or, c'est véritablement l'action de battre qui, moi, me paraissait noble et belle. Et c'est vrai que c'est le moment où la feuille s'étire, c'est là où véritablement le métier prend son sens. Mais malheureusement, au moment du battage, on ne le voit pas. Et c'est vrai qu'on pourrait être tenté de dire que la forge, on manipule le métal. Mais je crois vraiment que le moment le plus beau du métier, c'est le vidage, au moment où l'ouvrière prend dans la moule qui vient d'être battue la feuille d'or, la pose devant elle, la coupe sur un côté, la reprend et la met dans son livret. Je trouve que c'est véritablement là qu'on peut parler d'or battu, ou d'or en feuille, ou de feuille d'or. C'est un métal, mais ça n'est plus un métal parce que je dirais qu'il est devenu aérien, diaphane. C'est une peau. Devenu peau, l'or commence sa nouvelle vie entre les mains du doreur. On reconnaît une bonne feuille d'or principalement au vidage. Là, on se rend compte de son épaisseur, de sa qualité de battage, c'est-à-dire s'il n'y a pas de trous, de pièces, si elle n'est pas persillée. Donc là, c'est une multitude de petits trous. Et bien sûr, plus elle sera forte, plus elle aura d'or dans son alliage, plus elle sera belle. L'or, c'est une référence ancienne. Il n'y a pas beaucoup d'éléments modernes qui utilisent l'or. Et donc, pour l'instant, il faut attendre qu'un César, que quelqu'un comme ça lance peut-être l'idée, l'utilisation. Mais pour l'instant, il n'y a pas de grande locomotive qui nous emmène vers quelque chose de nouveau. Dans la maison des Dauvet, l'or ne se cache pas dans le coffre-fort. Il se cache partout. Dans les rideaux, les meubles, les plinthes. Et il sait attendre, car il est inaltérable. Rien ne l'a jamais oxydé, ni la sueur de l'homme, ni l'eau des mers, ni l'air du temps. Il est toujours là, prêt à être refondu, fidèle. Il y a quelques années, on a traversé une crise assez difficile, on avait besoin d'argent, et on a décidé de faire ce que, de tradition, les batteurs d'or ont toujours fait dans ces cas-là, c'est qu'on a récupéré toutes les vieilles guenilles, les vieilles serpillères, parce qu'on ne jette jamais rien, il y a toujours de l'or
dans ce qu'on a. Donc on a traité absolument tout, de vieux parchemins, de vieux papiers. Et on a, pendant 2-3 mois, on a brûlé des cochonneries. On a confié ça à un spécialiste, quelqu'un qui traite l'or. Et il a réussi à nous retrouver presque 5 kilos d'or dans 7 tonnes et demie de poussière. Alors, comme dans toute histoire d'amour, la vraie magie, c'est qu'elle peut recommencer tous les jours.